Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain soir, retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Nouvelle édition, nouvelle formule, qui plus est avec un tirage au sort de la mort pour les Parisiens. Même si le match de demain, sans dire que c'est le plus abordable, doit être sécurisé le plus vite possible. En marquant très tôt en première mi-temps, par exemple, je donne une idée aux hommes de Luis Enrique, qui vont affronter une équipe de Gérone qui ne va pas se renier au coup d'envoi, et peu importe la physionomie du match, bien sûr, les principes resteront les mêmes et on va les développer dans cette vidéo. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec un peu de contexte parce que le premier élément, et qui me paraît très important quand même, c'est que Gérone découvre la Ligue des Champions demain soir. Ce sera leur premier match à ce niveau de compétition, qui plus est à l'extérieur. Alors certes, le Parc des Princes n'aura pas la tribune Auteuil, donc forcément un peu moins d'ambiance, mais pour eux, c'est inédit. Voilà, c'est tout simplement factuel, ils vont découvrir, ce sont des novices de la compétition, et le PSG qui, lui, est habitué aux phases de poule, aux qualifications en phase d'élimination directe, et je dirais même au dernier carré, puisque sur les 4 dernières éditions, on y est allé 3 fois. On doit tout simplement leur montrer qu'est-ce que la Ligue des Champions demain soir. Voilà, le PSG qui est un grand habitué. Moi, je m'attends demain à un vrai match plein. Alors bien sûr, il y aura des temps forts pour eux, parce que c'est la Ligue des Champions. Tu domines pas de la première à la 90e. Mais voilà, je m'attends à une gestion des temps faibles, une maximisation des temps forts, et au final, un score limite fleuve, quoi. 2 voire 3-0 ou 3-1. 3-1, un score qu'on aime bien sur nos 2 derniers matchs. S'ils avaient un prono à faire, ce serait plutôt là-dessus, bien sûr. La Ligue des Champions, on doit leur montrer que c'est la compétition des plus grands. C'est la compétition où on ne fait pas de cadeaux. Voilà, par exemple, louper une tonne d'occasions sur la première mi-temps. Ça, on a été habitué à le faire l'année dernière, donc il va falloir y remédier. Toujours sur le contexte, ils ont eu une journée en moins pour préparer ce déplacement. Donc, ils se déplacent et en plus, ils ont joué dimanche après-midi pendant que nous, on jouait samedi soir. Qui plus est, face au Barça qui leur ont infligé une correction 4-1. On pourrait se demander si l'entraîneur Mitchell va du coup être un petit peu plus prudent sur son approche demain soir au Parc des Princes. Mais je pense pas que ce soit le genre d'entraîneur. Voilà, ils ne verrouilleront pas. Ils sortent d'un été qui est très particulier parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Hein. Savigno qui est allé à City, Eric Garcia qui est retourné à Barcelone, Aleix Garcia, Yann Couto, Dovbyk aussi, le numéro 9. Mais ils ont aussi recruté beaucoup. Voilà, il y a quelques joueurs dans le 11 qui sont nouveaux, qui découvrent. Ils ont aussi recruté Van de Beek, même si lui, il est pas titulaire. Abel Ruiz, numéro 9 à la place de Dovbyk par exemple. Donc, toutes ces recrues sont en période d'acclimatation. C'est le bon moment pour les affronter, tu vois. Parce que c'est vrai que plus tard, quand le collectif sera huilé, peut-être qu'ils peuvent te mettre à mal sur toute une mi-temps, comme la Real Sociedad, qui se connaît depuis des années, l'avait fait sur le match aller en février dernier. Là, bon, peut-être que Gérone pourrait te faire la machine à laver pendant 20-25 minutes, mais forcément, à un moment donné, voilà, c'est pas non plus une équipe ultra huilée. Les joueurs se découvrent encore. Il y a aussi des défauts, bien sûr, hein, notamment l'axe droit de la défense. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est plutôt le bon moment, même si dans le tirage, il y a d'autres équipes qu'on aurait aimé affronter aujourd'hui, enfin demain, comme l'Atlético ou le Bayern. Voilà. Parce que ces 2 équipes sortent d'un mercato, changement d'entraîneur pour le Bayern, gros recrutement pour l'Atlético. Donc, ils sont encore en phase d'acclimatation. Le Bayern, on va les affronter fin novembre. Peut-être qu'à ce moment-là, ça tournera à plein régime. L'Atlético vont venir chez nous début novembre. Peut-être qu'à ce moment-là, ce sera pareil. Donc, voilà. Dans tous les cas, pour Gérone, c'est plutôt pas mal. Alors, leur début de saison, il est difficile à analyser parce que il y a 2 victoires, 1 nul contre le Betis, c'était la première journée, et 2 défaites
fleuve, hein, le 3-0 contre l'Atlético et le Barça. Mais du coup, voilà, ces 2 défaites face à des top clubs espagnols, donc à relativiser. Même si du coup, on peut tirer de ces gros scores, tout comme des gros scores qu'ils avaient pris l'année dernière contre le Real, que quand ils sont menés, ils prennent 1-2 buts. Bon, visiblement, ils continuent. Voilà, je vous disais, Mitchell, pas forcément prudent demain. Voilà, si on est mené, si on mène 2-0 par exemple, ils ne fermeront pas. Je pense pas que ce soit ce genre d'équipe. Et puis aussi sur les gros matchs, ils donnent des buts. Il y a 2 erreurs du gardien contre l'Atleti, notamment une grossière où il touche le ballon de la main hors de sa surface. Et donc, ça donne un coup franc. C'est Griezmann qui marque, si je dis pas de bêtises. Et contre le Barça, ce week-end, bien sûr, David Lopez sur Lamine Yamal, l'action de pressing du Catalan. Parce que justement, il y a cette volonté de toujours relancer court. Voilà, le style de jeu est très marqué. Donc la possession, la verticalité, le pressing, ils vont pas se cacher bien sûr, ils vont attaquer. Donc quand ils perdront le ballon, il y aura des espaces. Mais nous aussi, quand on va le perdre, voilà, il y aura des transitions où ils vont pas hésiter à aller chercher entre les lignes, où ils vont pas hésiter, même sur les phases arrêtées, voilà, à te transpercer. Ça aussi, hein, au-delà des transitions, c'est un élément important parce que comme ils aiment bien poser le jeu et tout ça, c'est vrai que ça va être un enjeu pour le milieu, notamment, de se canaliser, de rester dans sa zone, d'éviter de se faire avaler par un décrochage, par exemple, qui libérait de l'espace derrière toi. Ça va être important. Je peux viser un Joao Neves, par exemple, ici, ou même Vitinha, en tant que numéro 6, ne pas trop s'aventurer et bien protéger sa charnière centrale. Voilà. Bien sûr, à la relance, il joue court. Donc, nous, notre pressing doit être efficace pour récupérer des ballons, les gêner, parce que c'est pas le genre d'équipe qui va balancer. Voilà. Ils vont pas faire de circuit à la Real Sociedad. Rappelez-vous qu'ils faisaient que de balancer devant. Eux, non. Ils vont vraiment échanger entre le gardien, les défenseurs. Alors, le leader technique, c'est Blind. À ses côtés, du coup, David Lopez, c'est un peu le maillon faible technique. Est-ce qu'on fait comme contre le Barça, où on avait laissé Araújo maillon faible avec le ballon, voilà, pour ensuite aller sur le rouge de Barcola, ce choix tactique, rappelez-vous, de Luis Enrique. Donc peut-être que demain, on pourrait laisser David Lopez tranquille pour justement mieux cadrer les autres et le laisser faire n'importe quoi, rendre les ballons tout seul en fait, sans avoir à le presser. Ou est-ce que voilà, on fait un pressing de tous les instants pour faire comme Lamine Yamal ce week-end et aller lui chipper le ballon directement dans les pieds. Donc ça c'est une question intéressante. Bien sûr, comme toujours en Ligue des Champions et en plus avec le PSG, l'entame de match. L'entame de match. Bon, je pense que Gérone ne seront pas complexés. Ils vont démarrer fort. Ils vont bien sûr t'imposer un certain rythme parce que aussi c'est la Ligue des Champions. Et nous, il va falloir annihiler tout ça, bien sûr. Alors déjà, ne pas encaisser de but rapidement. Et ensuite, les tuer. Les tuer. Alors ça, c'est un gros test. Pour moi, c'est vrai. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'enjeu en fait du match de demain. Je pourrais arrêter mon avant-match ici. C'est cette ouverture du score. Qui va la marquer? Alors si c'est Gérone, bon, le PSG, voilà, c'est une équipe qui finit bien les matchs, qui a un banc qui est plutôt doté offensivement. Puis même, voilà, même avec les titulaires, c'est vrai qu'avec des ajustements à la pause ou des trucs comme ça, on a remonté des scores. Donc là-dessus, pas trop de soucis, mais surtout quand cette ouverture du score va être marquée en fait. C'est-à-dire qu'on doit marquer le plus tôt possible, mettre le 1-0 pour se rendre le match facile. Et ça va être un premier gros test d'abord vis-à-vis d'Mbappé. Je suis désolé de le ramener là. C'est vrai que depuis le début de la saison, on tourne à plein régime, donc on est très content, on n'y pense pas. Mais la Ligue des Champions, bien sûr, c'est le juge de paix. Et la réalité, c'est que Hakimi, qui fait un excellent début de saison, va devoir le confirmer demain, parce que ses derniers matchs de Ligue des Champions contre Dortmund, c'était techniquement dramatique. Dembélé, c'était pareil. Et Mbappé était voilà, le joueur qui te débloquait un petit peu les situations. Hein. Le match aller face à la Real Sociedad, même le retour, le match face à Milan, rappelez-vous, en phase de poule. C'est vrai qu'on est un peu tangué sur les 20 premières minutes et c'est lui qui va ouvrir le score suite au rush de Warren. Donc c'est vrai que demain,
si ça se passe pas comme prévu et que on vendange, comme on l'a fait en début de saison aussi, contre Brest d'ailleurs, pas plus tard que samedi, vous pourrez penser à cette remarque que je fais là, voilà. Et puis de l'autre côté, voilà, même avec l'équipe d'aujourd'hui, c'est vrai que contre Brest, on encaisse l'ouverture du score alors qu'on vendange juste avant pas mal d'occasions. Alors Lille, on mène 2-0, ils réduisent l'écart et on est de très peu de rattrapés. Mais Le Havre aussi. Le Havre, rappelez-vous qu'on se fait rattraper au retour des vestiaires. Et que derrière, il faut attendre les changements, la 83e je crois, pour prendre l'avantage. Et puis bien sûr l'année dernière, toutes les mi-temps que Luis Enrique nous a hypothéqués avec des choix initiaux qui n'étaient pas les bons. Donc vraiment demain il y a un vrai enjeu d'ouvrir le score et se mettre à l'abri le plus rapidement possible, parce que le nombre d'occasions que tu as loupé contre Brest, tu les as pas en fait à ce niveau de compétition en Ligue des Champions. Tu n'as pas autant d'occasions bien sûr au niveau continental. Voilà. Donc il va falloir vraiment être ultra réaliste. Ça va être pour moi l'enjeu numéro 1, mais limite de la saison en fait. Limite de la saison, parce que contre Dortmund, on marque pas un but sur les 2 matchs alors qu'on a une tonne d'occasions. C'était assez lunaire. Donc voilà. Comme je l'ai dit, Gérone, l'année dernière, ils prennent 4-0 contre le Real, ils prennent 3-0 aussi, toujours contre le Real en Liga, match aller-retour. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui peut prendre des valises. Voilà, ne pas avoir de limite, disons, dans l'ambition et en fonction de la physionomie du match, bien appuyé. Alors pour nous, comme je disais, gros test. Comme je l'ai dit, on laisse la Ligue des Champions l'année dernière sur 2 matchs sans marquer face à Dortmund. Techniquement, ça a été honteux, voilà. Et quand je dis honteux, je fais référence à des joueurs qui seront titulaires demain. Hakimi, Dembélé, comme je l'ai dit. Il y a Nuno aussi qui a une petite dette, voilà, c'est vrai. La cohérence collective, elle est là. Finalement, l'axe de progression majeur, je pense que c'est la dimension technique et bien sûr la finition. Donc tout ça, c'est de l'individuel. Moi, je pense que voilà, les différences, c'est surtout que c'est là où on pourrait avoir le plus peur. Parce que l'équipe, elle est jeune. C'est vrai que le plus vieux, c'est Marquinhos. Parce qu'on a des joueurs qui sont assez aléatoires. Dembélé, typiquement. D'autres qui sont pas encore des valeurs sûres sur les gros matchs. Barcola, par exemple, voilà. Le numéro 9, pareil. C'est vrai que, nous, on n'est pas le Sporting qui se présente face à Lille avec Gyökeres, quoi, qui marque à chaque match. Nous, on a Asensio, Kolo Muani qui rentre, qui fait des bonnes entrées, mais c'est pas non plus la folie, quoi. C'est pas non plus la folie. Donc voilà, c'est vrai que c'est cette dimension individuelle qui peut être à la fois l'axe de progression et bien sûr l'axe des interrogations du coup. Donc c'est vrai que demain on attend des prestations de la part des joueurs, de ceux qui sont censés être leaders bien sûr, à la hauteur. Alors passons à la composition. C'est assez intéressant, il y a plein de débats à ouvrir. Déjà au poste de gardien, je vous ai donné mon choix. Je reste sur Safonov bien sûr, on va pouvoir le tester grandeur nature. Alors ce qui est bien, c'est que on a 2 gardiens remplaçants, donc Tenas et Safonov, qui sont ultra confiants. Safonov, sa déclaration au mois de juin où il dit moi je suis pas venu pour être numéro 2, le numéro 1 a du souci à se faire, machin chouette, ok, pas de problème. Tenas, je lisais l'équipe ce matin, et dans l'équipe il était dit que Tenas ce qui est écrit c'est Tenas à l'entraînement apparaît très, et entre parenthèses trop, confiant. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des gardiens remplaçants qui sont plutôt confiants. Donc c'est plutôt, moi je le vois comme une qualité, comme un atout bien sûr quand tu es voué à jouer quelques minutes par-ci par-là dans des moments un petit peu d'urgence, avec la blessure de Donnarumma par exemple. Maintenant, voilà, toujours dans l'équipe, il est dit que Safonov gagne 400 000 € par mois. Alors ça fait du coup 5 millions à l'année. Je pense quand même que c'est en brut. J'espère que c'est en brut surtout. Que c'est pas du net, parce que si c'est du net, c'est potentiellement un scandale, mais vraiment limite un scandale géopolitique. Après voilà, si c'est du brut, c'est vrai que c'est avoir
si l'info est véridique, encore une fois, mais si elle l'est, bon, ça reste quand même un gros salaire pour un Luis Campos qui nous vendait une masse salariale allégée. En défense, bon, je pense qu'il n'y a vraiment pas de débat. Hakimi, bien sûr. Bon, Hakimi doit confirmer son super début de saison. Marquinhos, bien sûr, que j'espère retrouver au niveau qu'il avait affiché en Ligue des Champions sur les phases à élimination directe. Il était en conférence de presse cet après-midi. Alors c'est marrant, hein, sur la question concernant évidemment Rabiot à l'OM, il a répondu la même chose que moi à ma tante sur les repas de famille quand on me demande si les amours ça va. Hein, il a dit pas de commentaire. Sur un ton très froid, très drôle. C'était une des premières fois qu'on voyait cette facette, ce caractère de Marquinhos. Alors, je sais pas trop ce que ça vaut. Enfin, moi, personnellement, Rabiot à l'OM, comme ça a pris des proportions mais absolument extraordinaires. Enfin, complètement dingue, quoi. Bon, alors... Il faut avouer que Marseille, voilà, au milieu de terrain, pour une équipe qui joue pas à la Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est un recrutement global. Hein, je parle pas de Rabiot, je parle du recrutement global qui est assez dingue. Moi, je m'en réjouis parce que, bien sûr, je ne demande que de la concurrence en Ligue 1, en Coupe de France, par exemple aussi, hein, parce que c'est vrai que pour eux qui jouent pas la Coupe d'Europe, peut-être que si on prend de l'avance en Ligue 1, ils vont se focaliser sur la Coupe de France. S'ils se font pas éliminer par une équipe d'amateurs comme ils ont l'habitude de le faire à chaque mois de janvier. Mais voilà, c'est vrai que avoir de la concurrence, c'est plutôt pas mal. Et à l'échelle de Rabiot, je me dis, le 16 mars prochain au Parc des Princes, lors donc de son retour, enfin moi déjà, ça me donne envie d'y aller, tu vois. C'est une raison de plus d'y aller, de payer ma place pour siffler, pour avoir un peu ce... Enfin, c'est quelque chose qui manquait, en fait. Déjà, à l'échelle du foot, je trouve qu'il y a de moins en moins de mouvements, en fait, entre deux clubs rivaux, et du coup, ça met un peu moins de piment, tu vois, quand les deux clubs s'affrontent. Et là, c'est vrai que c'est plutôt, moi, je me réjouis pour les classicos, d'avoir ce Rabiot sur le terrain. Déjà parce que c'est pas du tout un joueur qui me fait peur. Bon, on l'a vu, hein. Il y a la déclaration d'Atem Ben Arfa qui est ressortie, là, quand il disait après la finale de Coupe de France en 2019, ouais, Rabiot aussi, il va recroiser le PSG et puis il va leur faire mal. Mais en fait, c'est déjà fait, Coco. On l'a affronté 2 fois face à la Juve, rappelez-vous, avec le PSG de Christophe Galtier il y a 2 ans. Il s'est rien passé, en fait. Il a été nul. Moi, et puis surtout, voilà, sur le côté Rabiot qui trahit le PSG, j'en ai rien à battre, en fait. Parce que les Marseillais qui croient qu'on a attendu qu'il signe chez eux pour le détester, mais il faut qu'ils se renseignent, en fait, hein. Personnellement, déjà c'est un joueur avec qui j'ai jamais eu vraiment d'attache. Quand t'es au milieu de Matuidi, Mota, Verratti, bon alors ça avait beau être un Titi et tout ça, c'est vrai qu'on était sur un milieu quand même où on était très attaché aussi aux autres. Et puis surtout, 2019 c'est loin quand même, hein. La fin de contrat, déjà on l'a détesté à ce moment-là, voilà, on n'a pas attendu qu'il signe à Marseille. Et puis surtout en fait, c'est limite plus du passé proche du PSG en fait. 2019, il s'est passé quoi depuis? Il y a eu le Covid, il y a eu la finale face au Bayern, il y a eu le projet des vétérans là avec Ramos, Messi, tout le bordel, Wijnaldum et tout ça. Il y a eu le projet Île-de-France. Là, il y a le projet jeune truc muche. Bon, c'est très loin en fait. Donc moi, Rabiot, ça me dit trop rien en fait. Hein. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. J'en ai rien à branler. Parce que encore une fois, la détestation, c'est quand il est parti libre en 2019. Voilà. Bon, maintenant, il signe à l'OM. Alors après, le fait que ce soit un énième joueur où la carrière est gérée par la famille et au final, il se retrouve mi-septembre à signer dans un club où il doit diviser son salaire par 2, ne pas jouer de Coupe d'Europe. Bon, ça c'est son problème, encore une fois, hein, c'est le problème de Véro, voilà. Mais bon, c'est vrai que, honnêtement, j'ai hâte du 16 mars au Parc des Princes, voilà. Parce que bien sûr, il va y avoir quelque chose et ça va rajouter du piment. On va pas se mentir, les gars, à un moment donné, les classicos, l'année dernière, tu leur mets 4-0 au Parc des Princes avec Mbappé qui sort, tu leur mets 2-0 au Vélodrome en étant à 10 contre 11 sur plus d'une mi-temps. Bon, alors c'est vrai que il y a eu leur victoire en Coupe de France avec sous Igor Tudor. Voilà. Sinon, en Ligue 1, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de... Sous Sampaoli, le 0-0 là-bas, c'était d'une tristesse affligeante, quoi. Enfin voilà, c'est vrai qu'en termes de jeu et d'attrait,
bah, ces dernières années, je préfère les matchs contre Monaco, contre Lille. J'irai pas jusqu'à dire Brest, mais voilà. Bref, si ça peut rajouter du piment, c'est pas mal. Donc voilà mon avis sur Adrien Rabiot. Je n'ai pas attendu qu'il signe à l'OM pour le détester, et donc aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Pacho aux côtés de Marquinhos, bien sûr, voilà, qui va découvrir la Ligue des Champions. Nuno Mendes, alors lui, je l'attends, mais vraiment au tournant, Nuno. Mais vraiment, vraiment. Parce que, bah, déjà, l'année dernière, aller-retour contre le Barça, il se fait mélanger par Lamine Yamal, par Rafinha sur le but du Barça, enfin sur le but que Rafinha met. Contre Dortmund, pareil, Jadon Sancho qui fait un record de dribble en un match face à Nuno Mendes, il s'était fait malaxer. Donc vraiment voilà, demain, et puis surtout Brest aussi, il y a eu accessoirement le penalty faux, qui a d'ailleurs suscité des insultes racistes sur les réseaux sociaux et une réaction du club. Mais on est où, quoi, pour des insultes racistes, pour un penalty face à... Alors, déjà, des insultes racistes, normalement, déjà de base, et qui plus est, voilà, qui plus est, là, j'ai vraiment rien compris. Le caniveau de la société, quoi. Vraiment, le caniveau. Bref. On en est là en bientôt 2025. C'est triste. Au milieu. Alors, au milieu, pour moi, c'est très difficile à lire. Déjà parce qu'il y a eu les données physiques. Est-ce que Warren sera là? Vitinha aussi. Pour moi, si tout le monde est prêt, le milieu, ce sera Vitinha, Warren, Fabian Ruiz. Voilà. Alors après, Vitinha fait les entraînements complets. Warren, hier, n'a pas fini l'entraînement. Donc c'est vrai que plutôt inquiétant pour une titularisation demain. J'ai pas eu de nouvelles sur aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti, je crois. Donc si Warren n'est pas là, c'est vrai qu'il y a un débat pour le poste de relayeur droit. Déjà, Fabian Ruiz, je crois qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Il est revenu tard de l'Euro, voilà. Donc João Neves a été titulaire sur la période où Fabian était en vacances, en phase de reprise et tout ça. Il était titulaire donc samedi face à Brest. Alors certes, en tant que numéro 6 et pas relayeur, donc c'est vrai que numériquement, c'était donc le remplaçant de Vitinha, et donc Vitinha qui revient dans le 11, ça devrait être Ruiz qui sort. Mais, parce qu'on aurait très bien pu mettre Neves 6 et Ruiz relayeur gauche par exemple, son poste préférentiel sur les matchs de Ligue des Champions l'année dernière, pour préparer justement le match de demain, tu vois, samedi face à Brest. Mais voilà, Ruiz a un statut de par son euro, de par le fait qu'il était titulaire sur les 6 matchs à élimination directe de Ligue des Champions l'année dernière. Luis Enrique l'adore. Luis Enrique l'adore, il s'en cache pas. Donc, faut vraiment pas le laisser de côté. Pour moi, si tout le monde est là, Ruiz passe devant João Neves aujourd'hui. João Neves, on parle d'un joueur qui vient d'arriver, qui est très jeune, 19 ans. Aussi, quand il a pas le ballon, il est difficile à canaliser dans ses mouvements. Que ce soit quand on n'a pas le ballon, ou alors quand on est en phase de possession, en fait, et que lui ne se déplace pas forcément de manière optimale, alors qu'un Ruiz, bah voilà, on l'a vu en position de frappe contre Dortmund, ça témoigne d'une certaine qualité de déplacement. C'est quelqu'un qui va avaler les kilomètres, mais le faire de manière plutôt efficace. Son problème plutôt à Ruiz, c'est de garder la lucidité justement quand il est en fin de course. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai que là-dessus, João Neves, je pense, comme il est plus jeune, plus frais, peut-être aussi plus tonique que Ruiz, à l'échelle d'un match de Ligue des Champions, ferait moins d'erreurs techniques en bout de course, par exemple. Mais voilà, je pense que Ruiz reste quand même devant João Neves. Alors après, si Warren n'est pas là, donc t'as Vitinha 6, est-ce que tu fais un milieu Vitinha, João Neves relayeur gauche ou droit et Ruiz relayeur gauche ou droit? Je vois mal Ruiz être relayeur droit parce qu'on l'a très peu vu sous Luis Enrique. Enfin, c'était plutôt dans le 4-4 de losange de Christophe Galtier qui y jouait quand il était faux pied là sur le côté droit. Mais voilà, bon, Vitinha, Ruiz, Neves, ça peut s'envisager. Moi, si j'avais un risque à prendre, je dirais Vitinha, Ruiz, Lee relayeur droit, d'abord parce que c'était lui qui était à ce poste-là face à Brest samedi soir. Il a fait un bon match. Au-delà de ses qualités techniques, il a montré qu'au pressing, sur les sorties de balles, il a aussi de vraies capacités. Donc je n'écarte pas une titularisation de Kangin. Comme face au match aller contre le Barça, rappelez-vous, où il l'avait mis à la place de Warren, relayeur droit, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était Vitinha, Ruiz, Lee, justement, le milieu du match aller face au Barça. Alors, ça n'avait pas trop marché, hein, bien sûr. À la mi-temps, je crois qu'il avait sorti... je sais pas s'il fait Asensio et Lee, mais Asensio, je suis sûr qu'il le sort à la mi-temps.
Mais voilà, on va voir là-dessus. Barcola, Dembélé bien sûr sur les côtés, donc ça ne change pas. En Ligue des Champions, les deux avaient interchangé à quelques reprises l'année dernière. Barcola rentre ailier droit face au Barça au match aller et Dembélé bascule à gauche sur la deuxième mi-temps. Rappelez-vous, le but égalisateur, c'est depuis le côté gauche, Dembélé. Contre la Real Sociedad, Luis Enrique n'avait pas hésité à mettre Dembélé sur le côté gauche. Alors c'était le rôle un peu bizarre de 10, 8, mais il était clairement à gauche. Donc c'est vrai que voilà, on n'écarte pas à ce niveau de compétition le fait que les deux interchangent. Je dis ça parce que j'adore. Quand les deux changent, en fait, je trouve que ils ont d'autres qualités à montrer quand ils vont sur l'autre côté. Devant, alors il y a peut-être débat Colomani-Asensio. Je pense qu'il sera plus valable sur le match face à Arsenal. Demain, Asensio sera probablement titulaire pour moi. Colomani, bien sûr, a des qualités athlétiques. Il est plus rapide, plus tonique. Je pense au pressing un poil meilleur. Et puis surtout, athlétiquement, il est grand. Il a marqué de la tête contre Lille. Il a marqué de la tête en demi de l'Euro face à l'Espagne aussi, rappelez-vous. Donc c'est vrai qu'il a aussi un jeu de tête. Donc pour reprendre nos centres, qu'on fait beaucoup en début de saison. Pour défendre aussi les coups de pied arrêtés défensifs, qui sont un gros défaut. Mais voilà, ça, c'est des questions qui porteront plus sur le match face à Arsenal que demain. Je vois Luis Enrique mettre de la continuité avec Asensio. Après, bon, ça reste un entraîneur très imprévisible et qui, à chaque fois, sort quelqu'un de son chapeau. Mais là-dessus, je pars quand même sur un Asensio titulaire. Voilà, bref. Cette première phase, je terminerai là-dessus, elle est très importante. La phase aller est très très importante. Il faut absolument les 3 points demain parce qu'ensuite on va se déplacer à Arsenal et ensuite on va recevoir 2 fois le PSV et l'Atlético. Donc c'est-à-dire que à la moitié de ces phases de poule, de ligue, de saison régulière, appelez ça comme vous voulez, on doit avoir maximisé en nombre de points. C'est très clair. Voilà. Parce que déjà, on reçoit 3 fois sur les 4 matchs. De manière relative aussi, on reçoit des équipes qui se déplacent moins bien que elles ne reçoivent. Je m'explique, le PSV et l'Atlético, typiquement, c'est mieux de les avoir au Parc des Princes. D'abord parce que les deux ambiances là-bas sont plutôt intéressantes, ça pousse, il y a la pression, et les équipes sont meilleures justement chez elles. Voilà, l'Atlético et le PSV en déplacement, c'est pas l'Atlético et le PSV à domicile. Alors que le Bayern et City par exemple, le gap est un peu moins important. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis désolé, elle sort super tard les gars. Je suis content que ce soit un mardi parce que je sais qu'il y aura beaucoup du coup qui vont pas travailler par exemple demain après-midi puisqu'on est mercredi, qui regarderont au goûter ou machin chouette ou même avant le match demain. Je suis désolé les gars, je fais une annonce, j'ai changé d'école. Voilà, cette année pour le master. Et donc, l'année dernière, je faisais des 13h-18h, des 8h midi. Et là, c'est tous les jours des 9h-19h. Alors, avec des trous, mais des trous où je peux pas rentrer chez moi. Où je suis, à travailler aussi accessoirement, parce que c'est vrai qu'en charge de travail, c'est complètement différent. Donc, c'est vrai que cette année, les vidéos seront postées à des heures un peu plus aléatoires. Peut-être axé plus sur le week-end. Par exemple, demain, on va débriefer à chaud le match contre Gérone, bien sûr. J'ai refusé d'aller au bar avec les potes, bien sûr, pour vous faire le débrief et regarder le match avec le bloc-notes. Mais les analyses à froid, elles n'arriveront pas avant samedi-dimanche, en fait. Parce que vendredi, je finis à 20h, jeudi, je finis à 19h. Et par contre, je vais au bar pour regarder quand même un peu la Ligue des Champions. Il faut quand même maintenir une vie sociale. Donc voilà, bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.